Bonjour à tous, vous écoutez Servez-vous, la première chaîne de podcast spécialisée dans les services à la personne. Ce podcast vous est proposé par Aladom, site de mise en relation dans le secteur des services de proximité entre particuliers et professionnels. Retrouvez-nous un mercredi sur deux pour de nouveaux épisodes liés au secteur, que ce soit des actualités, des témoignages d'entreprises ou encore des décryptages de thématiques. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de l'Envol, une association reconnue d'utilité publique qui accompagne depuis plus de 25 ans les enfants malades et leurs familles. À travers des séjours médicalisés, des ateliers à l'hôpital, des sorties ou encore des kits d'activités, l'Envol agit pour apporter du répit, de la joie et bien sûr du lien dans des parcours de vie souvent difficiles. Et pour en parler aujourd'hui, je suis en compagnie d'Axel, infirmière coordinatrice au sein de l'association. Ensemble, nous allons découvrir le rôle de l'Envol, ses actions concrètes sur le terrain et l'impact de ces programmes auprès des enfants et de leurs familles. Bonne écoute! Donc bonjour Axel, et bien merci d'être présente avec nous aujourd'hui sur Servez-vous. Donc pour débuter cet épisode, est-ce que vous pouvez bien tout simplement vous présenter et nous expliquer ce qu'est votre association l'Envol? Bonjour, je m'appelle Axel, je suis infirmière puéricultrice. Pour la petite histoire, j'ai une grande histoire avec l'Envol puisque ça a été mon premier poste il y a environ 25 ans. Lorsque j'ai obtenu mon diplôme de puéricultrice. À l'époque, j'y ai travaillé 4 ans et puis je suis revenue en 2017 sur le poste de puéricultrice coordinatrice du pôle médical. Donc, depuis 9 ans, je suis à l'association. L'association L'Envol est une association reconnue d'utilité publique qui organise différents programmes à destination de l'enfant malade et de sa famille dans son ensemble, les frères et sœurs ainsi que les parents. Il y a 4 programmes à l'association L'Envol et moi je suis principalement sur l'un d'eux, qui est l'organisation de séjours, c'est-à-dire l'organisation de colonies de vacances, soit pour l'enfant malade tout seul, soit pour l'enfant malade et ses frères et sœurs, soit pour les frères et sœurs sans l'enfant malade, soit pour tout le monde dans son ensemble, l'enfant malade, ses frères et sœurs et ses parents. Et puis, parfois, il y a des séjours un peu plus spécifiques, comme le séjour pour les jeunes majeurs, les 18-25 ans, des séjours où il n'y a qu'une seule pathologie, par exemple la drépanocytose. Et il y a aussi des séjours qui sont organisés en collaboration avec un seul service de l'hôpital. Très bien, merci beaucoup en tout cas pour cette présentation. Je pense qu'on va pouvoir y revenir d'ailleurs sur les programmes il y a dans l'association. Je pense qu'il y a également pas mal de choses sur l'accompagnement humain derrière l'association. On va pouvoir y revenir. Et justement, derrière ces actions, il y a aussi des professionnels qui sont engagés au quotidien. Et concrètement, vous, en tant qu'infirmière coordinatrice, est-ce que vous pouvez nous dire justement à quoi ressemble votre quotidien, mais également votre rôle dans l'association? Alors, je dirais que mon quotidien, il a 2 versants. Il y a le quotidien que je peux avoir dans les bureaux et le quotidien que je vais avoir au sein des séjours. Donc, quand je suis au bureau, je suis en charge directe de la validation des inscriptions. C'est-à-dire que tous les dossiers de tous les séjours, de toutes les colonies de vacances vont arriver sur mon bureau. Et mon travail est de lire toutes les informations et d'en faire une synthèse pour avoir des informations sur quels sont leurs besoins médicaux, quels sont leurs besoins de surveillance, quels sont leurs besoins en accompagnement, que ce soit en vie quotidienne ou sur les activités. Est-ce qu'il y a des régimes alimentaires spécifiques? Est-ce qu'il y a des allergies? Je collecte toutes ces infos. C'est un travail que je fais aussi en collaboration avec la responsable des relations famille et la responsable des relations avec les hôpitaux. Parce que parfois, dans le compte-rendu, je n'ai pas suffisamment d'informations, ou il y a des éléments qui ne sont pas très clairs, ou il y a des éléments qui peut-être ont évolué parce que le compte-rendu est un petit peu ancien et peut-être que depuis, l'enfant a pu acquérir d'autres compétences. Donc, je fais un retour à mes collègues qui, du coup, contactent les structures et ou les parents, et ce qui nous permet de savoir si nous, on va pouvoir adapter le séjour aux possibilités et aux limites des enfants, parce que ça, c'est vraiment un travail qu'on fait dans les bureaux. C'est tout recevoir, tout lire, en faire une synthèse et savoir comment et si on peut adapter le séjour à la venue d'un enfant ou à la venue de sa famille. Après, pour la petite histoire, je fais aussi des bilans une fois que les séjours ont eu lieu. Et puis, un autre gros travail, c'est le recrutement des bénévoles médicaux. Moi, je dois trouver un médecin et des infirmières pour les séjours où les enfants malades viennent seuls, sans leurs parents. Il y a forcément un médecin. S'il n'y a pas de médecin, il n'y a pas de séjour. Si on n'a pas d'infirmière, on va devoir diminuer le nombre d'enfants. C'est un personnel difficile à recruter. Et je peux comprendre. Voilà.
que l'hôpital est parfois engage certaines professionnels à devoir faire un peu de bénévolat, ils comptent pas leurs heures, ils reviennent sur leur week-end, parfois leurs vacances. Donc c'est vrai que parfois de toucher à leurs vacances, ça peut être compliqué. Moi, je leur demande de venir faire leur travail, comme à l'hôpital ou comme ça doit être fait à la maison, et en même temps de pouvoir partager un lieu de vie avec des enfants malades. Et ça, c'est une expérience humaine et professionnelle extrêmement enrichissante, extrêmement épanouissante. Mais parfois, tant qu'on ne l'a pas fait, c'est un peu difficile à expliquer ou à comprendre. Donc finalement, c'est les professionnels qui sont déjà venus qui en parlent le mieux et qui des fois arrivent à convaincre leurs amis ou leurs collègues de certains services pour qu'on puisse en trouver. Mais tous les ans, c'est quelque chose de compliqué. Souvent, j'ai des infirmières soit très jeunes diplômées, pareil pour les médecins, soit déjà à la retraite. Entre les deux, c'est plus difficile. Oui, je peux comprendre. Ok, super. Bah, un peu votre rôle, j'ai envie de dire que c'est un peu entre le croisement voilà, du soin, de l'organisation. J'ai entendu surtout beaucoup d'organisation et du lien, bien sûr, avec les familles, en fait. Ouais, l'organisation est effectivement très importante, ce qui permet du coup sur les séjours que l'équipe de tous les bénévoles, mais du coup l'équipe dont moi j'ai la charge qui sont les bénévoles du château, parce que on dit pas infirmerie, on dit pas médecin, on dit pas infirmière, on dit château, et donc ce sont des princes, des princesses. Le premier jour, ils ont une tenue de prince, de princesse, de roi, ils ont des couronnes, enfin voilà. Tout ce qui est décor imaginaire est très important à l'envol. On met tout à disposition pour que peut-être l'enfant oublie sa maladie ou qu'en tous les cas, elle prenne moins de place dans son quotidien. Et du coup, le fait de travailler beaucoup en amont permet aux membres du château de pouvoir prendre en charge plus facilement 48 enfants qu'ils ne connaissent pas, dans un lieu qu'ils ne connaissent pas, avec parfois des soins qu'ils ne connaissent pas. Si je fais bien mon travail, je leur donne un peu toutes les clés pour voir que ça se passe bien dès le premier jour. Donc, je les guide beaucoup la première, la deuxième journée, pour que, bien sûr, ils fassent toute cette partie médicale et qu'après, ils puissent passer sur les activités, sur les veillées, faire les repas avec les enfants, partager des temps de vie quotidienne, parce que finalement, l'hôpital, c'est formidable, c'est un lieu de travail extraordinaire que je connais, que j'ai toujours aimé, mais l'envol, c'est différent, c'est un lieu de vie. Et du coup, la vie passe un peu avant les soins à chaque fois que c'est possible. On va essayer de faire les soins en dehors des temps d'activité pour que, pour une fois, ce ne soit pas ça qui prime, mais que ce soit l'activité, le repas, la sociabilisation avec les copains dans les groupes. Super. Bon, merci beaucoup. On va pouvoir revenir également un peu plus sur les principaux programmes. Voilà, vous en avez un petit peu parlé en début de l'interview. Voilà, est-ce que vous pouvez nous dire, voilà, nous détailler les programmes que vous proposez, notamment aux enfants, mais également aux familles? Oui, bien sûr. Du coup, donc, le premier programme dont j'ai déjà beaucoup parlé, ce sont les séjours. Il y a 3 autres programmes. Il y a un programme qui s'appelle les sorties récréatives, qui a lieu à Paris et en région lyonnaise. Ce sont des sorties ludiques, sportives, artistiques, culturelles et plein d'autres propositions. En fait, ce sont des partenaires, des musées, des stades sportifs, d'autres associations qui nous proposent, qui mettent à disposition une sortie, une activité. Par exemple, on a une association de pilotes d'avion, des petits pilotes 4 places, des petits avions 4 places, et 1 ou 2 fois par an, il y a une proposition d'une journée où nous, on va pouvoir faire venir des familles avec des enfants malades et des frères et sœurs, et où on va faire voler ces enfants. On fait aussi beaucoup de sorties dans les musées, au musée de Versailles par exemple. Voilà, il y a beaucoup de propositions. Ce programme, il est très intéressant parce que ça permet de sortir les familles de l'isolement. Ça leur donne accès à des activités que peut-être elles n'auraient pas les moyens de pouvoir se payer, ou que peut-être elles se disent mais moi je ne me vois pas aller toute seule là-bas. Là du coup, avec soit du staff, soit des bénévoles de l'envol, ça devient possible. Et puis ça leur permet de se rencontrer, puisqu'il y a toujours 2, 3, 4, 5, 10 familles, voire on a des programmes, des sorties qui représentent beaucoup plus de personnes. Du coup, de pouvoir à nouveau sortir de l'isolement et rompre un peu avec le quotidien. Ensuite, on a les ateliers dans les hôpitaux. Donc ça, c'est aussi un programme qui concerne la région parisienne et la région lyonnaise. Concrètement, des membres de l'envol, que ce soit staff ou bénévoles, vont aller de manière régulière, 1 fois par mois, dans un hôpital ou dans plusieurs services de l'hôpital, proposer une activité, du coup, qui va un petit peu changer du quotidien. On y vient avec notre matériel
et on propose toutes sortes d'activités, cyanotype, quilling, enfin il y a plein de mots comme ça que j'ai découverts et d'activités que j'ai découverts, et pour les enfants c'est la même chose. Ça permet de créer du divertissement pendant l'hospitalisation des enfants, et pendant ces activités, les parents sont aussi les bienvenus. Donc ça permet aussi de jouer un peu avec son enfant et potentiellement de sortir un peu de la chambre et peut-être de rencontrer aussi d'autres parents. Ça, c'est vraiment variable d'un atelier à un autre. Mm. Et le dernier programme, du coup, qu'on propose, ce sont des kits d'activités. Ce programme, il est né avec la crise du Covid et la mise en confinement de tout le monde. Donc, comme les enfants ne pouvaient plus venir à nous, on leur a envoyé des activités Mm. à domicile. Et puis, on s'est rendu compte que c'est un programme qui plaisait beaucoup. Du coup, on l'envoie plus au domicile des familles. Par contre, on l'envoie dans tous les hôpitaux de France. Donc, ils font une commande. Il y a une vingtaine de propositions. Et comme l'ensemble de nos programmes, c'est un programme qui est en constante évolution. Il y a un service hospitalier où ils accueillent des enfants dans des chambres stériles. Et où ils nous ont dit, c'est super, mais nous, si on ne peut pas désinfecter, on ne peut rien rentrer dans la chambre de l'enfant. Du coup, Ouais. ma collègue qui s'occupe de ce programme, elle a réfléchi à plusieurs activités entièrement en plastique qui du coup pouvaient passer à la désinfection avant de rentrer dans la chambre de l'enfant. Et donc même dans un secteur protégé, on peut proposer des activités. Et D'accord. juste, je tiens à préciser que tous les programmes de l'envol sont gratuits. Donc évidemment, ils ont un coût pour nous, mais ni les familles, ni les hôpitaux n'ont à sortir de l'argent pour avoir accès au programme de l'envol. D'accord. Ok, c'est bien de le rappeler pour les gens potentiellement qui nous écoutent. S'ils sont intéressés. Super, merci beaucoup. Et je voulais revenir, voilà, parce qu'on a parlé des dispositifs, notamment ceux qui peuvent demander une organisation un peu plus encadrée, donc forcément peut-être les activités extérieures. Voilà, pour des enfants qui sont parfois fragilisés médicalement, ça doit demander parfois une organisation, voilà, un peu plus encadrée. Et quand on parle de séjour ou d'activités avec des enfants malades, voilà, comment aujourd'hui vous arrivez à assurer, j'ai envie de dire, leur sécurité un peu au quotidien? Alors, je dirais que la sécurité est une préoccupation très importante, Mhm. que notre travail est, nous, d'avoir des inquiétudes pour mettre en place des choses pour que ça se passe bien pour eux. Mhm. Euh, mais c'est vrai que la sécurité médicale, par exemple, est très importante. Moi, je suis garante des soins, c'est-à-dire que tous les enfants qui viennent, je dois être en capacité de faire leurs soins parce que je ne sais jamais quelle équipe de bénévoles infirmières je vais avoir. Donc, moi, je dois savoir le faire si elles ne connaissent pas ces soins-là. Mhm. Il y a des soins, évidemment, que je connais, ça fait quelques années maintenant que je suis diplômée. Et puis, il y a des soins que je ne connais pas. Et puis, il y a des soins qui sont très spécifiques, soit en lien avec l'hygiène, soit en lien avec l'intimité. Un enfant, par exemple, qui ne peut pas uriner tout seul, à qui on doit passer une petite sonde pour lui permettre de faire pipi, c'est un soin qu'on va faire 5 fois par jour. Si on le fait bien, 5 fois par jour, ça peut créer un traumatisme et du coup compliquer sa prise en charge par la suite. Mhm. Il y a des soins comme ça qui sont très faciles, ça, toutes les infirmières, elles savent faire, mais qui peuvent être spécifiques à chaque enfant. Ça, c'est des soins que je veux voir, ou au moins que quand la maman ou les parents vont venir déposer l'enfant, elles le fassent une première fois avec les infirmières du séjour pour que ça se fasse bien. D'accord. On peut avoir des soins stériles très spécifiques. Donc, ça, moi, j'ai dû être formée. Ça s'appelle, par exemple, la nutrition parentérale. Donc, j'ai été formée à l'hôpital pour savoir comment bien le faire. Et ça, c'est pareil que pour beaucoup de choses dans la médecine. Il y a presque autant de pratiques que d'enfants. Donc, quand il y a ce soin-là, moi, je connais très bien la base maintenant, mais je préfère aller chez l'enfant ou dans la structure pour que, quand ce soin est fait, je puisse voir ce qui est fait habituellement pour que quand il vient en séjour, il puisse le faire. Pourquoi? D'accord. Parce que les enfants malades, ils se connaissent très bien. Ils connaissent comment va leur corps, ils connaissent très bien leurs soins. Et même si c'est pas eux qui les font, si parfois ils ont l'impression que l'infirmière est pas en maîtrise ou qu'elle fait pas comme d'habitude, ça va les inquiéter. Mhm. Or, c'est pas le but. Le but, c'est ils font à la maison certaines choses. Ben nous, on va faire au séjour de l'envol la même chose. Et quand ils repartiront, ils font comme ils font dans leurs habitudes. Mais on essaye de pas trop changer leurs habitudes parce que c'est comme ça que ça fonctionne et c'est comme ça que ça les rassure. Et puis, donc ça, c'est la partie médicale. Après, en ce qui concerne les activités, moi, je transmets à la responsable des activités.
Ben, sur ce séjour, il va y avoir 2 enfants en fauteuil roulant. Il va y avoir un enfant qui ne supporte pas le bruit, il lui faut un casque. Il y a un enfant, peut-être il peut faire de l'escalade, mais attention, il a un dispositif médical sur l'abdomen. Donc, quelle est la taille du baudrier? Est-ce que on peut avoir un baudrier qui a plutôt des bretelles plutôt qu'une ceinture? Donc, on transmet toutes ces informations, enfin, je transmets toutes ces informations-là à l'avance pour qu'elle puisse discuter avec les prestataires ou adapter l'activité qu'elle crée pour les séjours. Et c'est la même chose pour l'accompagnement par des bénévoles. Il y a quelques années, on a accueilli un jeune garçon qui ne parlait pas, qui signait. Du coup, j'ai demandé à la responsable des bénévoles, est-ce que tu as possibilité de trouver un ou une bénévole qui signe pour qu'on puisse communiquer avec cet enfant? Ça a été possible. Elle s'est inscrite sur un séjour. On a dit à cette famille, il faut venir sur ce séjour puisque c'est là qu'on va pouvoir communiquer avec lui. Donc, on travaille, j'aime à dire, au cas par cas. C'est-à-dire que tous les dossiers qui arrivent sur le bureau sont tous traités de la même manière. On dit quasiment jamais non. Par contre, il y a des dossiers qui vont nécessiter plus de travail, qui vont nécessiter plus de mise en place d'adaptation. Et du coup, ça peut prendre du temps. Il y a des dossiers qu'on travaille pendant 2 ans avant de pouvoir les accueillir de manière confortable et pour eux et pour nous, staff et bénévoles. Ok, super. Bon, en tout cas, c'est super intéressant. Et alors, et au-delà aussi, voilà, de l'aspect médical, je pense qu'il y a aussi toute une dimension, forcément, on l'a un peu dit, mais émotionnelle et psychologique dans vos accompagnements. Et j'avais vu que vous aviez parlé sur votre site internet notamment et dans vos communications de thérapie récréative. Voilà, comment vous expliqueriez ce concept à quelqu'un, voilà, qui ne connaît pas du tout? Bah, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui connaît ce Je pense aussi. terme. Ça vient des États-Unis. D'accord. Fait partie d'un réseau américain et du coup, qui a été fondé par Paul Newman il y a maintenant très longtemps. Et donc, on doit faire certaines choses pour correspondre aux critères de sécurité de ce réseau, dont la thérapie récréative. Pour l'expliquer simplement, je parlerai de quelque chose que beaucoup de gens en tous les cas connaissent, qui sont les 3 zones, la zone de confort, la zone de stretch et la zone de panique. La zone de confort, c'est ce avec quoi on est à l'aise, ce qu'on sait faire, ce qu'on maîtrise. Du coup, il n'y a pas beaucoup d'enjeux, mais par contre, c'est une zone où on est confortable, comme son nom l'indique. Après, il y a la zone de stretch. C'est des choses où on se dit, peut-être je pourrais faire, mais quand même, j'ai un peu peur, ou alors je ne suis pas sûre d'y arriver. Donc, pourquoi pas, mais on n'a pas forcément envie d'y aller. Et puis, il y a la zone de panique. Ça, c'est les choses pour lesquelles on ne va pas arriver parce que, par exemple, on a le vertige, donc non, on ne va pas faire d'escalade, ou on a peur de telle ou telle chose. Du coup, on n'est pas du tout intéressé par cette zone. Nous, notre accompagnement à l'envol, il permet de respecter la zone de confort et d'emmener les enfants qui le souhaitent vers leur zone de stretch. C'est-à-dire qu'ils disent, moi, j'ai envie de faire l'escalade, mais j'ai un peu peur ou je ne sais pas comment faire. L'accompagnement de la thérapie récréative, c'est prendre du temps. C'est pour ça que nos bénévoles sont nombreux. Prendre du temps avec l'enfant, être bienveillant, l'accompagner vers le défi qu'il a choisi, monter le mur d'escalade par exemple, l'accompagner dans toute cette démarche, le valoriser tout au long de la démarche pour qu'à la fin, il puisse se dire « Ah ouais, en fait, j'ai réussi, en fait, je suis capable. » Et quand on fait ça pour des grandes choses comme le mur d'escalade ou pour des petites choses comme faire son lit tout seul parce qu'il n'y a pas papa et maman, quand on fait ça tout au long d'une semaine, et à la fin, ils repartent avec une confiance en eux qui est grandie et avec peut-être l'étiquette enfants malades un petit peu décollée ou frères et sœurs d'enfants malades un petit peu décollés. En fait, ils sont plus que ça. C'est-à-dire que c'est pas la maladie qui dit ou la maladie qui fait, c'est lui, l'enfant, qui a réussi à faire certaines choses. Ça, c'est possible, encore une fois, parce que nous, on adapte beaucoup les choses, parce que l'accompagnement, il est très important. On est en gros sur nos séjours à un adulte pour 1 ou 2 enfants, selon le besoin d'être pris en charge. Et parce que du coup, pendant la formation où on a les bénévoles, on leur explique cette thérapie récréative, on leur donne les outils pour qu'ils puissent la mettre en place après sur tous nos séjours. D'accord, super. Je pense que voilà, ça allait venir avec ma prochaine question, puisque du coup, voilà, ce que je voulais vous poser, c'est est-ce que vous voyez voilà, des changements concrets chez les enfants ou les familles après leur passage dans vos programmes? Et voilà, la confiance en eux, je pense que c'est déterminant également. Et voilà, est-ce que vous voyez également d'autres changements que vous avez pu apercevoir après leur passage chez l'Envol? Oui, ce qu'on aime bien dire aux bénévoles, c'est que
les enfants que vous allez accueillir ou les familles que vous allez accueillir le premier jour ne vont pas être les mêmes que celles qui vont repartir le dernier jour. Parce que quand ils arrivent, ils sortent de leur quotidien, ils sont stressés, ils viennent dans un nouvel endroit où, voilà, ils viennent avec un peu leur charge à eux. Et du coup, pendant le séjour, on va alléger cette charge. Donc, ils vont repartir avec plus de confiance en eux, comme on l'a dit, plus épanouis. Et puis après, il peut y avoir plusieurs notions qui n'ont pas forcément d'ordre précis, mais par exemple, les parents apprécient le repos ou le répit que va proposer un week-end famille. Le fait de pouvoir confier ses enfants pendant quelques heures à un bénévole où ils vont être en confiance. Il y a beaucoup de parents qui nous disent ben, moi, je ne pensais pas confier mon enfant, et pourtant ils sont dans le même bâtiment. Je ne pensais pas confier mon enfant à quelqu'un d'autre. Et là, je me suis rendu compte que je pouvais. Et puis, les parents nous disent aussi c'est tout bête, hein, mais j'ai pas de lessive à faire, j'ai pas de repas à faire, j'ai pas de ménage. Bon, ben ça, c'est du répit du quotidien. Il n'y a pas de rendez-vous médicaux, il n'y a pas les devoirs à faire. Ça permet de vraiment se reposer, de vraiment avoir accès au répit. Et puis, il peut y avoir la notion de normalité. Je ne suis pas tout seul à être malade. Je ne suis pas tout seul à être un frère ou une sœur d'enfant malade. Parce que à l'école, qu'ils choisissent d'en parler ou qu'ils n'en parlent pas, souvent, ils sont seuls dans leur classe à être concernés par un souci médical, que ça les touche eux-mêmes ou que ça touche quelqu'un de leur famille. Là, ils vont se rendre compte que il peut y avoir d'autres frères et sœurs d'enfants malades. Du coup, ça ne fait pas de moi quelqu'un de différent, ça fait aussi quelqu'un de moi de normal. Ou se rendre compte que, ok, moi je suis malade, mais là, il y a cette maladie, cet enfant, il est en fauteuil, moi je marche. Il y a tous ces échanges qui se font même auprès des parents, des frères et sœurs, des enfants malades. Moi, j'ai des parents qui me disent, ah ben, moi je me plaignais, mais quand je vois certaines prises en charge que eux considèrent comme plus lourdes, plus difficiles, eh ben, ils repartent avec un peu plus de force, un peu plus de courage pour affronter un quotidien qui, des fois, est extrêmement lourd, ça c'est sûr. Oui. Oui, complètement. C'est bien, ça permet vraiment de recréer du lien. En plus, j'ai l'impression, surtout, voilà, les enfants, les familles, etc. Oui, la d'échanger, quoi. socialisation est très importante sur nos séjours, ça c'est sûr. Bon, merci beaucoup. Et justement, voilà, on va pouvoir un petit peu plus rentrer dans le détail avec toutes les rencontres que vous avez pu faire, des histoires qui potentiellement vous auraient marqué. Voilà, est-ce que vous en auriez une particulièrement, voilà, voilà, où vous vous êtes dit vraiment ça m'a marqué cette histoire ou ça m'a ému depuis que vous travaillez dans l'association? Alors l'histoire, il y en a plein. Est-ce que je vous parle d'un... Peut-être je peux en citer deux quand même, parce qu'il y en a une, bon, elle est maintenant bénévole, mais au départ, elle était enfant de l'association L'Envol, elle a une pathologie cardiaque. D'accord. Et du coup, d'avoir participé à des séjours, quand elle est devenue adulte, elle a eu envie de redonner un petit peu ce qui lui avait été donné dans sa jeunesse. Et donc, on la voit sur un séjour, elle faisait des études d'avocate. Donc, elle s'occupe des enfants, très bien. Et puis le soir, on discute et elle dit moi, j'ai pas tellement envie d'être avocate. J'aurais rêvé d'être infirmière, mais tout le monde me dit que je peux pas. Ah bon? Mais pourquoi tu peux pas? Ben, avec ma maladie. Et en fait, on en a discuté toute la semaine. Et à la fin de la semaine, j'exagère un peu, mais en tous les cas, dans les mois qui ont suivi, elle a dit, OK, en fait, c'est bon. J'ai fait un séjour, je peux m'occuper d'enfants. Mon corps va bien, ma santé va bien. Elle a arrêté ses études d'avocate. Depuis, elle est infirmière en pédiatrie dans un service de cancérologie. Et elle revient faire des séjours de temps en temps pour encadrer les séjours avec les enfants malades. Et si je devais citer une histoire concernant les enfants, vous imaginez que j'en ai plein. Oui, je me doute. Les enfants dont la prise en charge est la plus lourde sont souvent, moi, les enfants qui me touchent le plus. Parce que il y a beaucoup d'enfants qui viennent en séjour qui, s'ils ne venaient pas à l'envol, n'iraient pas en colonie de vacances. Parce qu'il y a soit un besoin d'un accompagnement humain trop important, soit un accompagnement d'un point de vue soin trop important, qui fait que, voilà, s'il n'y a pas ce que propose l'envol, ils ne peuvent pas partir en colonie de vacances, pardon. Et ça, pour le coup, j'en ai eu beaucoup. Peut-être une jeune fille, Lola, qui du coup, lorsqu'elle est née, en plus d'avoir une maladie, des parents
qu'on appelle défaillants, qui du coup n'avaient pas pu s'occuper d'elle pour des raisons, tout un tas de raisons. Du coup, c'est une enfant qui est confiée à l'ASE et qui est dans un centre médicalisé. Et donc, ça, c'est un des dossiers qui a pris 2 ans parce qu'elle avait beaucoup de soins. Il y a eu le Covid en plus qui s'est rajouté, donc le médecin ne voulait pas trouver qu'il y avait un trop grand risque à partir avec d'autres enfants. Donc vraiment, ce dossier a pris 2 ans. Mais nous, la première fois qu'on l'a rencontrée, elle était ultra excitée à l'idée de partir en vacances. Vraiment, c'était de dire, mais ça veut dire que en septembre, je vais pouvoir dire aux autres, moi aussi, mes souvenirs de vacances. Ça, c'est fou, en fait. On n'imagine pas qu'il y a des enfants qui ne partent pas en vacances. Euh, alors, il y en a qui ne partent pas pour des raisons financières, mais aussi pour des raisons médicales. Et donc, quand elle a fini par venir, et depuis, elle vient tous les ans. Donc, ce qui est très touchant, c'est de voir l'évolution, en fait, de cette jeune fille, de connaître, du coup, son parcours depuis le début, de l'avoir vue sur un premier séjour, puis sur un deuxième, jusqu'au séjour l'année dernière, où bon, là, ça nous fait prendre un petit peu un coup de vieux, parce que du coup, elle grandit, elle parle de ses études pour sa carrière professionnelle. Et voilà, je pense que c'est touchant parce que si ça n'avait pas été l'envol, ça aurait été personne pour l'emmener en vacances. Et du coup, quand elle nous dit, moi, je voudrais s'acheter le travail, quelque part, on a un peu participé du coup à cette évolution parce qu'il y a l'aspect médical, c'est sûr, mais l'aspect bien-être psychique, psychologique, il est ultra important. Et le fait, encore une fois, d'être normal par rapport aux autres, de pouvoir partir en vacances, de pouvoir changer de cadre, et ben ça aide aussi à se construire. Et voilà, maintenant, je suis une jeune fille qui va bientôt avoir un travail et voilà, d'avoir contribué à ça pour elle comme pour d'autres est quelque chose qui est assez touchant. Super, merci beaucoup. Je pense que c'est un peu ça, maintenant que vous avez un peu décrit l'envol, etc. Ce que j'aime beaucoup, voilà, c'est dans l'envol, on sent qu'il y a beaucoup, voilà, déjà d'humain, d'accompagnement humain, la capacité à créer du lien, ça aussi j'aime beaucoup, et voilà, donner du sourire et de la confiance aux enfants. Voilà, je pense que c'est important d'avoir des associations, pardon, engagées dans ce sens-là. Je pense que c'est un peu ce qui fait votre identité également, d'ailleurs. Et selon vous, voilà, qu'est-ce qui fait, je pense que vous allez pouvoir me le dire, voilà, que c'est un lieu de vie, hein, l'envol, mais voilà, qu'est-ce qui fait, voilà, la différence entre l'envol par rapport à d'autres structures d'accompagnement pour vous? Peut-être une des premières différences, c'est l'aspect multipathologie. C'est-à-dire qu'on n'a pas de liste de maladies qu'on accueille et de liste de maladies qu'on n'accueille pas. Parfois, ça nous arrive de refuser certaines prises en charge parce qu'on estime que vraiment on ne va pas savoir faire. Mais ça reste un petit peu à la marge. Après, on a beaucoup de listes d'attente, donc on peut valider des dossiers qui ne viendront pas parce qu'il n'y a pas de place, ça arrive. Mais en gros, le nom d'une maladie, ça ne signifie pas grand-chose parce que elle va s'exprimer différemment chez tous les enfants. Et nous, on fait vraiment du cas par cas. Donc ça, c'est un gros travail, mais c'est aussi ce qui est passionnant. Donc ça, les multipathologies est vraiment, on voit les possibilités, les limites de l'enfant et qu'est-ce que nous, on peut mettre en face. Ça, c'est important. Le fait qu'on soit gratuit aussi, c'est quelque chose de très important. Et le fait aussi que, et ça, c'est venu avec les années, mais du coup, au départ, on n'était que sur l'enfant malade. Puis sont venus les week-ends famille, le séjour frères et sœurs, le séjour fratrie. Il y a une évolution dans nos programmes aussi, dans nos séjours, mais même dans nos programmes, en fonction aussi des demandes ou des besoins qu'on arrive à identifier auprès du public. La thérapie récréative est aussi une grande différence. Cet accompagnement très important en humain qui est possible grâce aux bénévoles. Et en même temps, la sécurité médicale qui est faite par des bénévoles, certes, mais des professionnels du monde médical et paramédical. Voilà, je pense que ça fait déjà quelques différences. C'est déjà pas mal, hein. Super. Pour les enfants de toute la France aussi. Ok, top. Merci beaucoup en tout cas pour cette belle synthèse. Et pour finir cette interview, on va se projeter un petit peu. Est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les grands défis ou les projets à venir pour l'association? Alors,
peut-être je commencerai par un défi compliqué et puis par une ouverture plus positive. Mhm. Un des défis compliqués, ça n'étonnera personne, bah, c'est de trouver l'argent pour fonctionner. Voilà, le milieu associatif commence à être sévèrement touché par la crise un peu mondiale là, qui arrive ou qui Mhm. s'installe. Donc, on le sent que c'est un peu plus difficile d'aller chercher de l'argent, que les montants sont un peu moins grands. Donc, il y a toujours des entreprises ou des particuliers qui sont généreux, heureusement. Mais ça devient un vrai travail qui prend beaucoup de temps. Donc, heureusement, à l'Envol, on a des personnes dédiées à la collecte financière. Donc, ça, c'est une préoccupation pour les années à venir. Et en parallèle de ça, on a un gros projet puisque donc l'Envol existe depuis presque 30 ans. L'année prochaine, on aura 30 ans. Au tout début de l'histoire de l'Envol, on avait un site sur lequel on accueillait les enfants. Et puis, ce site a dû fermer. Et depuis 2013, on est itinérant. Donc, on loue des sites, on déplace du matériel et c'est formidable. C'est aussi très fatigant et donc et ça diminue un peu parfois la qualité qu'on souhaiterait avoir sur nos programmes. Voilà, en fonction des sites qu'on accueille. Parfois, ils ne font pas de régime alimentaire, par exemple, spécifique. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas accueillir certaines prises en charge. Donc, on voudrait acquérir notre propre site pour, du coup, faire nous ce dont on a besoin et le faire de manière régulière tout au long de l'année, tout au long des années. Donc, c'est un vrai projet qui tend à se rapprocher d'une concrétisation, mais qui, là, demande encore du travail. Et c'est un projet sur lequel on est maintenant depuis plusieurs années, parce que ce qu'on fait, on le fait très bien, mais par contre, on arrive un petit peu à notre limite. On aimerait bien un jour augmenter le nombre d'enfants, proposer d'autres programmes, et ça, si on n'a pas notre propre site, on ne pourra pas le faire. Mhm. Donc, voilà, dans une vue de proposer d'autres choses et de le proposer à plus d'enfants malades et à leurs familles, il nous faut notre propre site. Donc, c'est un gros défi et on est sur la route. Super. Bon, bah écoutez, Axel, je pense qu'on a fait le tour des questions. Ouais. Déjà, je vous remercie d'avoir pris le temps de partager avec nous votre expérience et également nous avoir fait découvrir les coulisses de l'Envol. Donc, pour les personnes d'ailleurs qui nous écoutent, si cet épisode vous a intéressé, vous a touché, je leur dis, mais il est possible, bien sûr, de soutenir l'association l'Envol de différentes façons, on l'a dit. Donc, déjà, en parlant déjà de l'association autour de vous, ça peut être déjà un premier pas, en faisant un don, bien sûr, ou encore en donnant un peu de votre temps en tant que bénévole. Je pense que ça peut toujours être intéressant pour vous. Tout à fait. Voilà. Donc, bien sûr, je remettrai tous les liens utiles en description de cet épisode, donc pour les personnes intéressées. Et je vous remercie encore une fois, Axel. Merci beaucoup. Au revoir. Voilà, c'est tout pour cet épisode. J'espère sincèrement qu'il vous a plu. Donc n'hésitez pas à vous rendre sur leur site internet l'envol.asso.fr ou sur leurs réseaux sociaux pour suivre tous leurs projets. Vous trouverez bien sûr tous les liens en description de cet épisode. Et si vous avez aimé ce format, vous pouvez également suivre le compte Instagram servez-vous-podcast pour être au courant des dernières sorties. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée ou soirée et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode.